L'oppression subie par les femmes prend diverses formes, mais se retrouve partout à travers le monde. Au Pakistan, une femme violée, pour pouvoir porter plainte, doit avoir 4 témoins oculaires du viol et ces témoins doivent être des témoins masculins. Au Salvador, où l'avortement est illégal et très fortement réprimé, une femme a été condamnée à 30 ans de prison pour homicide suite à une fausse couche où il y avait suspicion d'avortement. Et au niveau mondial, c'est plus d'une femme sur 3 qui, dans sa vie, est violée, battue ou abusée sexuellement. Et nulle part, on peut dire que l'égalité est atteinte entre les hommes et les femmes. En France, les femmes sont victimes de viols, de harcèlement, de violences conjugales. Elles sont victimes du sexisme dans le travail et ailleurs dans la société. Elles sont moins bien payées que les hommes, même pour un travail égal, et même si c'est la loi. Pour un travail égal, les femmes françaises sont payées 15% de moins que les hommes. Mais en pratique, l'écart de salaire est bien plus important puisque les femmes sont plus souvent dans les emplois non qualifiés, dans les emplois précaires. Les femmes effectuent également la majorité des tâches domestiques. En 2010, 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Et puis ces inégalités, elles sont encore plus fortes pour les femmes divorcées, pour les mères célibataires. Et parmi les foyers les plus pauvres en France, 1/5 sont des femmes élevant seules leurs enfants. Et la politique de Macron est criminelle envers les femmes. Il a beau se dire pour l'égalité, c'est une hypocrisie parce que c'est complètement contradictoire avec sa politique globale qui est pour l'intérêt des riches et qui creuse les inégalités. Les politiques d'austérité qu'on vit actuellement, c'est couper ce qui coûte trop cher à l'État et ces coupes, ces privatisations, elles sont souvent dans les secteurs de l'aide à la personne, de la santé, de l'éducation. Et ça pénalise en premier les femmes qui compensent individuellement pour s'occuper des autres, pour s'occuper de leurs proches. Quand on voit les conditions de vie dans les EHPAD, on comprend que de plus en plus de foyers fassent le choix de s'occuper eux-mêmes de leurs aînés. Et en pratique, les soins sont effectués la plupart du temps par les femmes. Sur l'idée de compenser le manque de l'État, on peut prendre un exemple très actuel, les économies qui ont été faites année après année sur les stocks de masques nécessaires en cas d'épidémie. Ce sont des économies qui ont été faites, pas par un seul gouvernement, par plusieurs gouvernements successifs, mais qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un manque cruel de masques, ce sont les femmes qui cousent individuellement pour leurs proches les masques qui manquent et qui sont devenus complètement indispensables. Comme je disais, les emplois précaires sont majoritairement féminins. Et aujourd'hui, avec la crise économique qui s'aggrave, la précarité de l'emploi touche donc particulièrement ces femmes avec des demandes de plus en plus absurdes de flexibilité du travail, avec des distances par rapport au domicile, entre le travail et le domicile de plus en plus grandes, des horaires décalés. Et ça impacte directement les mères. La situation générale d'augmentation du chômage, d'augmentation de la pauvreté, de tensions sociales ne fait qu'exacerber les maux de la société et notamment les violences qui sont faites envers les femmes. Et d'autant plus que la baisse de budget, elle touche aussi le secteur du social. Les aides aux femmes battues, les aides du planning familial sont drastiquement baissées et ça aggrave les situations de détresse vécues par certaines femmes. Tout ça, ça mène à énormément de colère, de frustration. Ça peut mener à des dépressions, à des troubles alimentaires, à des suicides. Mais ça se traduit également par le développement de luttes à travers le monde contre ces injustices, pour des revendications concrètes, pour le droit, pour la défense des femmes, mais aussi pour un changement global de société qui dit, entre autres, on n'en peut plus de cette société patriarcale. Et souvent, on entend le problème, c'est le patriarcat. Le patriarcat, cette idée que la société, dans la société actuelle, c'est le masculin qui a l'autorité, qui est supérieur, tandis que la femme est dans une situation de soumission. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas épuisé le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a cette domination des hommes ou cette soumission des femmes? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que c'est si profondément ancré dans la société? Et finalement, la question qu'on va se poser, c'est à qui est-ce que cela profite? Et nous disons, nous marxistes, que la soumission des femmes ne profite pas aux hommes en général. Ce n'est pas l'homme
qui, dans son essence, est oppressif envers les femmes. Ce n'est pas quelque chose dans l'essence de l'homme et il n'en a pas toujours été ainsi. Si on avait toujours été ainsi, alors il n'y aurait pas de solution. Ce serait comme ça. C'est pas juste, mais ce serait comme ça. Ce que nous expliquons, nous, marxistes, c'est que l'oppression des femmes n'a pas toujours existé. Elle date de bien avant le capitalisme. Elle tire son origine dans la division de la société en classes, qui est la source des inégalités au sein de l'humanité. Avant la division de la société en classes, il n'y avait pas d'inégalité, il n'y avait pas d'exploitation ou d'oppression systématique d'un groupe sur un autre, ni entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est ce qu'explique Engels, qui est un proche collaborateur de Marx et le co-auteur du manifeste du Parti communiste, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». Il explique, il revient donc à cette période qu'on appelle le communisme primitif, à cette société où il n'y avait pas encore de classe, pas d'État et aucune forme d'oppression généralisée. Il ne faut pas pour autant s'imaginer un Éden perdu. Les humains avaient à peine en réalité de quoi survivre. La stratégie, c'était de mettre en commun pour la survie du groupe. Tout le monde participe dans la communauté, pour tout le monde, pour pouvoir survivre. Et donc, à l'époque, on est dans une société tribale où il n'y a pas de couple. On a les enfants qui sont les enfants de toute la tribu et la seule ascendance sûre, c'est celle de la mère, pour des raisons biologiques assez évidentes. Et donc, sinon, on ne sait pas qui est le père d'un enfant, et peu importe. Mais pour éviter la consanguinité, au sein des tribus, ce sont les garçons qui, une fois devenus hommes, quittent la tribu pour une autre. Et donc, dans ces tribus, la division du travail se fait sur des bases biologiques, mais aussi selon l'âge, selon les goûts et les qualités individuelles de chacun. Et cette division biologique, elle n'est pas dégradante ni pour un sexe ni pour l'autre. Les femmes sont plus rattachées aux tâches liées au foyer, le foyer qui est commun à toute la tribu, pour des raisons biologiques, en lien avec l'enfantement, le fait de devoir allaiter les plus petits, etc. Et puis, elles s'occupent également d'autres tâches qui sont importantes pour la tribu, les travaux manuels, la cueillette, et leur rapport est aussi important que celui des hommes. Les hommes, de leur côté, s'occupent de tâches qui sont plus éloignées de l'espace géographique de la tribu, la chasse, la guerre aux autres tribus notamment. Mais jamais n'est rien figé et la société évolue. Avec le développement des forces productives, qui est le moteur du développement de l'histoire, on passe d'une société de chasseurs-cueilleurs à la domestication des animaux, à la culture de la terre. Et grâce à cette évolution, il n'y a plus que uniquement pour survivre. Il y a un surplus qui permet d'échanger, c'est le début du commerce, qui permet d'investir. Et cette richesse, en plus, elle est très importante et elle profite dans un premier temps à tout le groupe, toute la tribu. Mais l'élevage et l'agriculture correspondent à une évolution de l'activité des hommes et non pas de l'activité des femmes. De ce fait, les femmes sont exclues des échanges et progressivement, ça signifie que les femmes ne contribuent plus équitablement aux tâches par rapport aux hommes. Avec le développement de l'élevage et de l'agriculture, les tâches domestiques deviennent de plus en plus une quantité négligeable pour la tribu. Et puis progressivement, des différences apparaissent dans la production elle-même par rapport à la qualité des terres cultivées, par exemple. Ce qui pousse certains individus à vouloir s'accaparer les terres qu'ils cultivent pour les garder uniquement pour eux et non plus pour les partager pour l'ensemble de la tribu. Et ça, c'est le début de la propriété privée et c'est le début de l'inégalité entre les hommes puisqu'on passe d'une logique d'entraide à une logique d'accaparement. Et dans ce processus, qui est un processus long, il y a une évolution des rapports de parenté. Parce que, étant donné que les hommes veulent transmettre ce qu'ils ont acquis et ce qui est leur propriété, ils veulent le transmettre à leur descendance et uniquement à leur descendance. Et du coup, ce n'est pas cohérent avec cette logique de tribu. Et pour ça, pour pouvoir léguer cette propriété, la monogamie se met en place la monogamie pour les femmes, comme une façon de contrôler la sexualité des femmes pour s'assurer que
la descendance d'un homme est bien sa descendance et pas celle du voisin. Et donc, on passe d'une logique de tribu à une logique de famille. Et le rôle de la femme devient toujours lié au foyer, mais le foyer est devenu une affaire privée. Et de ce fait, elles sont exclues de la vie publique et elles deviennent concrètement esclaves de l'homme auquel elles sont rattachées. Ce qu'on explique donc, c'est que la division de la société en classes, elle a abouti à la soumission de la femme et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tant que nous vivrons dans une société divisée en classes, basée sur la propriété privée, les femmes ne pourront pas s'émanciper. Alors on peut se demander si aujourd'hui c'est toujours valide, puisque Engels a écrit ça il y a 130 ans, un peu plus de 130 ans, et qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes travaillent, et le travail permet une indépendance économique et donc une certaine liberté par rapport aux hommes. C'est vrai. Ceci étant, on peut déjà nuancer en disant que les femmes sont entrées dans la production à des époques bien spécifiques. Ce n'est pas une évolution progressive qui fait que les femmes ont aujourd'hui plus accès au travail par bon sens, mais parce que à certains moments, il y avait un besoin de main-d'œuvre que les hommes ne pouvaient pas effectuer parce que c'était par exemple des situations de guerre où les hommes étaient à la guerre, donc il fallait de la main-d'œuvre, donc on est allé chercher les femmes. Et puis d'autre part, les femmes ne travaillent pas partout. Il ne faut pas se calquer sur le modèle français pour se dire il y a quand même globalement plus de femmes qui travaillent, oui, mais toujours moins que les hommes. Et quoi qu'il en soit, c'est ce que j'expliquais au début, et on a mis l'autre exemple, la société est toujours fondamentalement oppressive envers les femmes. Et toutes ces inégalités, finalement, elles sont liées au socle de la famille, au rôle de soumission de la femme au sein de la famille. Pourquoi ce socle de la famille il est si important encore aujourd'hui? Je vais le développer avec 2 points. Je vais vous parler de la double journée de travail et du poids des idées dominantes dans la société. Alors, il y a toujours aujourd'hui dans la société cette division entre d'une part les tâches productives qui créent de la valeur et qui, sous le système capitaliste, peuvent être exploitées pour faire du profit. Et puis, d'un autre côté, les tâches domestiques qui sont utiles à la société, mais qui sont gérées dans la sphère privée. Et Engels expliquait que la condition de l'émancipation des femmes, c'était l'entrée massive à égal des hommes dans la production. Et ce n'est pas atteint aujourd'hui. L'immense majorité des parents au foyer sont des femmes. Les temps partiels dans les pays développés sont pris par des femmes, et ce, pour assurer les tâches domestiques, pour faire le soin, pour faire les ménages, pour faire l'éducation, pour s'occuper de la paperasse, pour s'occuper de tout, en fait, planifier au sein de la famille ces 1000 petites choses qui, mises bout à bout, correspondent à une double journée de travail. Et la raison pour laquelle il faut s'occuper de tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour assurer ce travail par la société. Les crèches, les écoles, les cantines, les infrastructures de santé manquent aux femmes. C'est certes mieux dans les pays avancés, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'un pays est développé que tout va bien pour les femmes. Au Japon, par exemple, une femme, quand elle devient mère, doit quitter son travail parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui lui permet de continuer à travailler tout en étant mère. Et en France, on peut se dire qu'on a l'école, on a la sécurité sociale, mais il faut bien avoir en tête que ça a été arraché dans la lutte des classes. Ce n'est pas une générosité de la classe dirigeante parce que ce n'est pas rentable de leur point de vue. Et d'ailleurs, ça peut être repris. Pourtant, tout ça, c'est indispensable. Il faut investir massivement dans ces structures de santé, d'aide aux personnes âgées, aux structures liées à la petite enfance. Ça permettrait d'alléger considérablement les charges qui pèsent encore aujourd'hui sur les femmes. Mais ça n'explique pas pourquoi c'est toujours les femmes qui font ça. Il y a des raisons déjà assez pratiques. Comme je disais, en France, les femmes gagnent moins que les hommes, comme à peu près partout ailleurs. Et leur salaire est bien souvent un complément dans le foyer. Et donc, même dans un couple égalitaire, lorsqu'il y a un choix à faire pragmatique pour savoir qui va se mettre en temps partiel pour s'occuper des enfants, qui va négocier au niveau de son travail pour avoir plus de latitude pour s'occuper de ses enfants, ça va être un choix économique qui va être fait au niveau du couple, dire quel est le manque à gagner,
d'un côté et de l'autre. Et comme la majorité du temps, c'est la femme qui gagne moins que l'homme, qui a un travail moins qualifié, eh ben, c'est elle qui va mettre sa carrière de côté pour pouvoir s'occuper des enfants. Mais au-delà de cet aspect pratique, il y a aussi souvent le poids de millénaires de tradition. Et c'est une logique qui est beaucoup plus insidieuse. C'est de se dire qu'une femme est moins payée parce qu'elle est moins efficace, parce que son temps de travail a finalement moins de valeur, et que du coup, au lieu de travailler finalement pour pas grand-chose, elle serait plus utile à s'occuper des gosses. Et ça, c'est un cercle vicieux, parce qu'aujourd'hui, le travail productif, il est clairement beaucoup plus valorisé que le travail domestique. Et donc, j'en viens aux idées dominantes dans la société, qui est une pression sociale énorme pour les femmes. Marx expliquait que les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Ce qui veut dire que la domination matérielle d'une classe, une domination économique, politique, elle se traduit aussi par une domination des idées, une domination idéologique. Et elle se diffuse partout, dans toutes les couches de la société. Et elle véhicule une certaine idée de l'éthique, une certaine idée de la morale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la société aujourd'hui est sexiste, est misogyne. Qu'elle modèle l'image des hommes vis-à-vis des femmes, objet de fantasme ou bonne à tout faire. Et puis le socle de la famille, c'est aussi une pression sociale énorme vécue par les femmes de ce qui est digne d'une femme dans son travail, dans sa vie privée, dans sa sexualité, et qui la suit tout au long de sa vie. Dès le plus jeune âge, on incite les filles à être plus calmes, plus douces, finalement plus dociles que les petits garçons. On inculque l'idée aux petites filles et aux jeunes filles qu'elles sont le complément d'un homme, que l'aboutissement de leur vie, c'est pas le travail, c'est pas l'accomplissement personnel, c'est le mariage. On le voit à travers les histoires de princesses, mais à travers mille autres choses. Et puis que le but, c'est d'avoir des enfants. Mais comment tu veux pas d'enfants? Tu changeras la vie, tu verras quand tu grandiras. Mais une fois qu'on les a, il faut les assumer. Et une femme qui met en avant son travail avant de s'occuper de ses enfants, ben, elle est regardée de travers, c'est une mauvaise mère. Et tout ça, ça reproduit un rôle social. C'est pas automatique, bien sûr, mais c'est une pression énorme et ça incite les femmes à rester dans ce modèle-là. Et quand elles sortent de ce modèle-là, de manquer de confiance en elles, de sentir pas légitimes dès qu'elles entreprennent quelque chose qui est en dehors de ce rôle de mère qu'on leur assigne. Et ça fait perdurer une dépendance vis-à-vis des hommes. Une femme qui est dans une relation abusive, qui est violentée par son conjoint, va avoir beaucoup plus de mal à le quitter parce que la société lui dit que son rôle, c'est avant tout d'être une épouse. D'autant plus si elle a mis sa carrière professionnelle de côté pour lui et qu'elle gagne très peu. Les femmes qui ont travaillé toute leur vie à temps partiel, qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leur enfant et pour s'occuper de leur mari, à la fin de leur carrière professionnelle, elles se retrouvent avec des retraites misérables qui sont encore accentuées si leur conjoint est décédé avant elles, et elles se retrouvent avec des retraites de misère et dans des situations de très grande précarité. En résumé, la famille telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un élément de stabilité du point de vue de l'ordre établi, du point de vue de la société bourgeoise. C'est une structure essentielle. Et finalement, la classe dirigeante a intérêt à maintenir l'inégalité entre les hommes et les femmes parce qu'elle maintient aussi cette famille. Cette famille, elle est utile déjà parce qu'elle est le socle de la transmission de la propriété privée. Alors, on peut se dire, pour les gens pour les prolétaires, donc qui par définition n'ont pas de propriété, ça peut sembler assez abstrait. Mais comme je disais, l'idéologie dominante, elle concerne la classe dominante, mais elle se répercute partout. Elle est l'expression idéale des rapports dominants. C'est-à-dire que toute la société est traversée par cette idéologie. Dans les institutions, le mariage, encore aujourd'hui, est fondamentalement mis en avant. Et puis, il y a un contrôle social du couple monogame. Le couple monogame, c'est la norme. Il ne s'agit pas d'en sortir. Et puis, deuxièmement, la famille,
ça permet le maintien de ce travail non payé, ce travail privé qui n'est pas pris en charge par la société et qui est un gain énorme du point de vue du capitalisme. Pour autant, on n'est pas pour la rémunération des tâches domestiques, parce que dans les limites du capitalisme, rémunérer ces tâches ne ferait que renforcer l'isolement des femmes. Nous sommes au contraire pour la prise en charge de ces tâches par la société pour qu'elles ne soient plus un fardeau individuel. J'en viens à mon dernier point, comment lutter? La démarche la plus répandue aujourd'hui, c'est d'éduquer individuellement, de montrer que ces idées sont fausses, qu'elles sont réductrices, de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience qui permette un changement de mentalité, si ce n'est dans notre génération, au moins dans les générations futures. Pour expliquer les limites de cette démarche, je vais prendre un exemple, celui du viol. En 2017, il y a eu le mouvement MeToo qui a permis la prise de parole de milliers de femmes qui ont partagé leur expérience particulière, personnelle, de harcèlement, de viol. Ça a permis de sensibiliser, de montrer que le viol n'est pas un problème isolé, qu'il est partout dans la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus difficile de nier, même pour un misogyne fini, qu'il y a des viols dans la société. Pour autant, quelles sont les répercussions 3 ans plus tard? Il y a toujours des viols. Les viols sont toujours aussi peu punis par la justice. Les violeurs sont toujours protégés, voire encensés. On l'a vu avec le cas de la Palme d'Or qui a été remis à Polanski, qui en plus d'être un violeur est un pédophile. Et finalement, la limite de la démarche de l'éducation, c'est qu'elle ne remet pas en cause les structures de la société. Les violeurs doivent être condamnés parce que le viol est un crime et parce que la condamnation des violeurs permet aux victimes de se reconstruire. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des barrières tout au long du processus judiciaire qui entravent la justice qui devrait être faite. En pratique, la justice aujourd'hui innocente les coupables et rend coupables les victimes. Malgré le fait qu'il y a une indignation croissante par rapport à ça, ça ne change pas ces structures-là. Il faut avoir conscience que la notion d'indépendance de la justice, c'est une illusion sur les bases du capitalisme. Aujourd'hui, l'appareil judiciaire, il sert l'ordre établi. Pour que la justice serve réellement à rendre justice, il faudrait pouvoir la contrôler, qu'elle soit contrôlée démocratiquement par l'ensemble de la population. Ça permettrait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de relax ou de sursis pour des violeurs. Et inversement, ça permettrait de ne pas avoir des condamnations pour des personnes qui se retrouvent en situation d'extrême pauvreté et qui se retrouvent à voler des produits de première nécessité et qui donc se retrouvent condamnées pour ça. Mais je reviens à la question de l'éducation. La condamnation individuelle, le problème, c'est qu'elle n'est pas dissuasive. La société, dans son ensemble, crée des violeurs. Les viols, ils viennent fondamentalement du rôle inférieur de la femme dans la société, des femmes comme objet de plaisir, des femmes montrées comme à disposition des hommes. Et le fait de condamner individuellement, c'est s'attaquer aux symptômes. C'est une chose, mais nous devons aussi et surtout nous attaquer à la maladie elle-même. Les idées, les normes oppressives sont le produit des rapports matériels existants. Et la maladie, elle vient du système actuel, dans lequel les rapports sociaux sont profondément inégalitaires. Il faut prendre part aux luttes quotidiennes contre les oppressions spécifiques subies par les femmes, se battre pour défendre les droits. Et à travers ces luttes, c'est aussi un moyen de gagner de l'expérience sur les méthodes pour organiser la lutte, sur la façon de mener à la victoire une lutte. Et c'est aussi une façon d'apprendre dans la pratique le lien entre l'oppression des femmes et les mécanismes du capitalisme. Et ça peut permettre de faire évoluer les mots d'ordre et les revendications. Vous devez connaître ce chant qui a été créé par des militantes chiliennes, qui est devenu un hymne international et qui a été repris donc, dans de nombreux pays, qui dit en version française « Le violeur, c'est toi », et dont dans les paroles, il y a entre autres « Les violeurs sont les policiers, les juges, l'État, le président ». C'est-à-dire que les violeurs, ce sont bien sûr les individus violeurs, mais c'est aussi
la société qui les protège qui est coupable. Et même, c'est cette société qui les engendre. Et le contexte de création de ce champ militant mérite l'attention parce qu'il a été créé dans un contexte insurrectionnel du Chili cet automne, où les femmes étaient enlevées, violées, tuées comme des mesures répressives contre le mouvement. Et ça a été le ferment d'une colère générale des hommes et des femmes qui militaient côte à côte. Et les revendications spécifiques aux femmes ont été intégrées dans les mots d'ordre du mouvement général de contestation. Et c'était une évidence dans ce contexte de lutte révolutionnaire. C'est-à-dire revenir à ce qui nous unit plutôt qu'à ce qui nous divise. Revenir finalement à la question de la classe, les exploités, les opprimés, contre la classe des possédants. Il y a une oppression spécifique des femmes, de même qu'il existe une oppression religieuse, une oppression raciale. Mais le problème n'est pas pour autant séparé du reste de la société. La cause, fondamentalement, c'est le pourrissement général de la société actuelle, de la société capitaliste, qui ne propose que de la misère et qui divise ceux qu'elle exploite, finalement, pour mieux asseoir son autorité et maintenir l'ordre établi. Il faut bien sûr lutter pour défendre les droits, mais nous devons changer profondément les structures de la société pour espérer une émancipation pleine et entière de l'humanité et des femmes en particulier, pour la question qui nous concerne. Parce qu'aucune victoire, actuellement, dans les limites du capitalisme, ne peuvent être durables. Particulièrement actuellement, où on vit une situation de crise profonde et d'intensification de la lutte, où de plus en plus de politiques réactionnaires attaquent les conditions de vie, attaquent les droits fondamentaux. En Espagne, en 2013, il y a eu un projet de loi pour interdire l'avortement, sauf en cas de viol. Il y a eu une mobilisation massive qui a permis de retirer ce projet de loi, mais en 2015, le Sénat espagnol est revenu en interdisant finalement l'avortement pour les mineurs sans consentement parental. Autre exemple, aux États-Unis, l'avortement est officiellement légal dans tous les États-Unis, mais il peut être restreint. Et comme les anti-avortements sont très forts dans certains États, en Alabama, l'avortement est légal, sauf si vous êtes une femme enceinte. Voilà, c'est la loi. Et d'autre part, au-delà de ces magouilles, il y a la possibilité de limiter pratiquement l'accès à l'avortement. Avec des budgets inexistants, dans certains États, les centres d'avortement ferment. Et donc, dans certains États, il n'y a aucun centre d'avortement. Donc, une femme qui veut avorter doit faire des distances énormes avec le problème de la date limite pour avorter. Et tout ça pour dire qu'il faut avoir conscience que la situation va empirer. Les attaques vont se multiplier dans la prochaine période contre les conditions de vie et pour attaquer les droits, et notamment les droits des femmes. Notre programme, c'est le socialisme, et notre perspective, c'est de faire tomber la classe dirigeante. C'est de permettre aux masses de reprendre leur existence en main et de créer une société sans classe. Pour ça, nous abolirons la propriété privée des moyens de production, pour nationaliser les grands leviers de l'économie et pour les placer sous le contrôle démocratique des travailleurs. Ça permettra de faire en sorte que l'ensemble de la société reprenne en main la production et la repense pour qu'elle soit cohérente, équitable, écologique. Ça permettra de libérer l'humanité du travail et améliorer globalement les conditions d'existence. Et ça permettra également de mettre en place des crèches correspondant aux besoins, une éducation pour toutes, une santé universelle, des cantines accessibles, etc. Bref, de socialiser ces tâches qui aujourd'hui sont privées et pour les rendre aussi importantes à satisfaire que les tâches liées à la production. Puisque le but, ce ne sera plus de faire du profit, mais de subvenir aux besoins. Et ces tâches sont des besoins fondamentaux. Dans une société où il y a suffisamment pour que chacun vive dignement et puisse participer activement à la construction de cette société, il n'y a plus de raison de regarder de travers son voisin. Il n'y a plus de raison de maintenir des femmes dans un rôle de soumission qui n'a plus lieu d'être finalement. Et seule la modification profonde des structures de la société peut modifier réellement
les idées, les consciences, et pas l'inverse. Et c'est dans cette société où il y a assez pour tout le monde que graduellement, il n'y aura plus d'oppression des femmes, ni de racisme, ni d'homophobie. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est la base et c'est la seule base sur laquelle on peut réellement atteindre l'émancipation de l'humanité tout entière, y compris la moitié d'entre elles. La Viciseta em parlava de bon matí al portal